Bonjour Meir Masri. Bonjour cher Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes géopolitologue, maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem. Naftali Bennett, on l'a dit tout à l'heure, est aujourd'hui au Bahreïn pour une visite historique, la première d'un Premier ministre israélien dans le royaume, signataire des accords d'Abraham en septembre 2020. Naftali Bennett a été accueilli ce matin par le prince héritier Salman Ben Hamad Al Khalifa. Meir Masri, quels sont les objectifs de ce voyage qui vient après celui de Naftali Bennett aux Émirats Arabes Unis en décembre? Alors ce voyage vient confirmer j'ai envie de dire l'alliance qui existe entre Israël et ce petit royaume du Golfe. Cela intervient dans le sillage de la normalisation plus globale entre Israël et plusieurs pays arabes, notamment du Golfe, les pays les plus riches, les plus influents, ceux qui donnent le ton au sein de la Ligue arabe, et tout cela sur fond d'escalade avec l'Iran. Donc, pour toutes ces raisons, cette visite est importante. Cette visite a un aspect à la fois symbolique et stratégique. L'aspect symbolique, bien entendu, vient du fait que c'est la première visite d'un Premier ministre israélien à Manama, et l'aspect stratégique provient du caractère du fait qu'il y a des accords militaires qui ont été signés entre Israël et Bahreïn. Tzahal, par ailleurs, vient d'annoncer sur Twitter qu'il aura pour la première fois un délégué avec un bureau de représentation de Tzahal, de l'armée israélienne, à Manama, la capitale de Bahreïn. C'est inédit. J'ai même envie de dire dans l'histoire des relations dans la politique étrangère israélienne, et pas uniquement concernant les pays arabes. Donc pour tout cela, je pense que cette visite est extrêmement importante. Et enfin, elle est importante parce que Bahreïn est un pays qui est extrêmement influencé et qui dépend fortement de l'Arabie saoudite, qui par ailleurs est présente militairement sur son territoire depuis le début du printemps arabe. Et qui n'est pas encore signataire des accords d'Abraham. Et qu'on espère un jour du côté israélien l'Arabie saoudite, oui. L'Arabie saoudite, effectivement. Mais vous savez, d'abord, pour atteindre les pays du Golfe, les avions israéliens survolent le territoire saoudien. L'Arabie saoudite a officiellement béni la normalisation avec les Émirats arabes unis et Bahreïn. Et puis enfin, il y a une présence militaire saoudienne à Bahreïn, et des personnalités saoudiennes ont rencontré des personnalités israéliennes à Bahreïn d'ailleurs durant les dernières semaines. Donc tout cela, franchement, je pense que c'est le début de quelque chose avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a exactement les mêmes intérêts aujourd'hui avec Israël. Nous partageons beaucoup d'objectifs et surtout nous faisons face à un ennemi commun. Alors justement, Meir Masri, vous évoquiez un instant la coopération sécuritaire entre Israël et le Bahreïn. Naftali Bennett a souligné la convergence de vues entre Israël et le Bahreïn sur la menace iranienne. Bahreïn, dont la population est majoritairement de confession chiite. Qu'est-ce qui inquiète Bahreïn dans les ambitions iraniennes ? Alors, tout d'abord, la République islamique d'Iran ne reconnaît pas Bahreïn. Elle ne reconnaît pas la légitimité de ce pays qu'il revendique. C'est une île qui est revendiquée par les Iraniens. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le pouvoir de Bahreïn est également contesté par les Iraniens, qui ont cherché, durant le printemps arabe, à créer une milice chiite à Bahreïn, le Hezbollah, d'ailleurs, ça s'est appelé comme ça. Et il y a eu des manifestations assez importantes qui avaient été soutenues, appuyées par les Iraniens, ce qui a conduit les Saoudiens à envoyer leur armée pour protéger la dynastie des califats à Manama. Donc, et puis enfin, il y a le bras de fer qui oppose Iraniens et Arabes du Golfe de manière plus globale, puisque le Bahreïn n'est pas le seul pays à devoir faire face à l'expansion de l'hégémonie iranienne dans la région. Bahreïn a quand même quelques spécificités, si vous me permettez, par rapport aux Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, c'est une puissance économique importante, c'est un pays qui tient à sa neutralité, c'est un pays où d'ailleurs il y a d'importants investissements iraniens, même si c'est un pays qui cherche à être à l'écart de tout conflit entre Iraniens et Arabes ou communauté internationale, mais c'est un pays qui n'est pas du tout du côté des Iraniens. Il y a des tentatives émiraties de se mettre à l'écart du conflit ou du bras de fer qui oppose aujourd'hui une partie de la communauté régionale à la République islamique d'Iran. Les Émirats arabes unis ne pourraient pas supporter
que les Iraniens tirent des missiles sur leur tour d'affaires. Cela aurait des conséquences dramatiques sur l'économie du pays, voire même sur l'économie mondiale. Pour Bahreïn, c'est tout autre chose. Bahreïn est un pays qui est beaucoup plus fragile, beaucoup plus menacé par les Iraniens. Et Bahreïn pourrait jouer un rôle. Du même coup, est-ce qu'on peut imaginer que ce réchauffement, Meir Masri, aille encore plus loin avec Israël, qu'une alliance régionale puisse se former à l'échelle du Golfe, compte tenu de la fragilité que vous évoquiez de la monarchie? Pour ce qui concerne Bahreïn, oui, justement, parce que d'abord, nous l'avons vu avec les accords militaires qui ont été signés par le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, il y a quelques semaines à Manama, par l'ouverture de Tsahal d'une représentation à Manama, qui d'ailleurs servira de bureau de coordination avec la flotte américaine stationnée dans ce pays. Et puis enfin, il y a les accords en ce qui concerne les renseignements. Bahreïn est en train de devenir aujourd'hui la deuxième plateforme des renseignements israéliens à proximité des côtes iraniennes, après l'Azerbaïdjan. Et c'est un paradoxe assez intéressant. Si vous avez souligné que Bahreïn est un pays à majorité chiite, eh bien, l'Azerbaïdjan est un pays totalement chiite. Autrement dit, les deux principaux alliés militaires d'Israël aujourd'hui dans la région pour faire face à l'hégémonie iranienne sont deux pays à majorité chiite. Ce qui vient démentir l'idée selon laquelle il y aurait un conflit sunnite chiite ou qui oppose les Arabes aux Perses. Il n'y a rien de plus faux. Israël a des alliés parmi les chiites de la région. Le conflit oppose les États respectueux du droit international, des souverainetés étatiques, de l'ordre international établi d'une part, et d'autre part, un État milicien qui cherche à semer le chaos et la terreur un peu partout dans la région. Meir Masri, l'actualité géopolitique et diplomatique du moment est évidemment largement occupée également par la situation en Ukraine. Moscou a annoncé ce matin le retrait d'une partie de ses forces militaires déployées près de la frontière ukrainienne. En Israël, le Yediot Ahronot écrit dans son édition du jour que Jérusalem est intervenue pour empêcher les États-Unis d'envoyer des batteries de systèmes dômes de fer en Ukraine. Qu'est-ce qui a conduit, selon vous, les autorités israéliennes à mettre le holà sur ce transfert de technologie? Honnêtement, ces informations ne sont pas du tout confirmées, mais une chose est claire et sûre, c'est que Israël ne cherche pas à s'impliquer dans cette histoire. Israël, bien entendu, a des relations privilégiées avec les Américains, avec le bloc de l'Ouest, entre guillemets, si cela existe encore. Mais Israël dispose d'une marge de manœuvre assez importante, en tout cas beaucoup plus qu'un pays comme la Turquie, par exemple, qui est membre de l'OTAN et qui, par conséquent, ne peut pas se comporter comme il le souhaite. Mais ajoutons à cela le fait qu'Israël a aussi des intérêts, partage également des intérêts avec la Russie et a besoin de la Russie, notamment en Syrie et dans le projet régional qui vise à endiguer l'expansion iranienne dans la région. Et je dirais qu'il y a trois raisons pour lesquelles Israël ne peut pas se mettre à dos les Russes. Premièrement, nous avons des intérêts communs avec la Russie, et ce sont des intérêts réciproques. Donc Israël a intérêt à être en bon terme avec les Russes, mais les Russes également. Deuxièmement, parce qu'il y a en Israël une importante communauté, plus d'1 million de personnes sont originaires de l'URSS, des communautés russophones, dont une bonne moitié est originaire de Russie, et pour les Russes, c'est quelque chose de très précieux, et une raison pour laquelle la Russie cherche à avoir des bonnes relations avec Israël. Et puis enfin, un troisième élément qui est très important, c'est que l'Iran est en train de devenir un fardeau pour la Russie en Syrie, et que la coordination israélo-russe en Syrie est précieuse pour Israël, bien entendu, puisqu'elle permet à Israël d'éloigner les tentatives d'établissement militaire de l'Iran de notre frontière nord, mais également la Russie voit là également un intérêt parce que les Iraniens deviennent gênants en Syrie. Et on peut y ajouter, pour compliquer encore l'équation, la présence en Ukraine de ressortissants israéliens, évidemment par ailleurs d'une grande communauté juive dans le pays. Merci beaucoup Meir Masri d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem. On peut réécouter cette interview en podcast sur notre site radioj.fr, mais aussi en vidéo sur la page YouTube de la radio. Bon après-midi.